Donc merci d'être là pour cette conférence. Donc beaucoup de personnes ici connaissent déjà Mathieu Leger et Lars Andersson, qui sont deux archéologues qui ont eu le courage de reprendre les fouilles de l'abri des abris 2 d'Aurignac. Et donc ce soir, ils vont nous proposer une rétrospective et un bilan du travail qui a été engagé, des méthodologies de recherche et peut-être quelques résultats de découverte. Peut-être, on ne sait pas, il faudra rester jusqu'à la fin. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Mathieu et Lars, j'ai préparé un petit descriptif. Donc on va commencer par Mathieu Leger, parce que voilà, il est à côté de moi. Donc Mathieu Leger, il est géoarchéologue. Donc il a suivi un cursus universitaire, somme toute classique, licence, master, et puis un petit doctorat. Fastoche, les doigts dans le nez. C'est ça. Donc il s'est spécialisé en micromorphologie et géochimie organique. Et il a intégré, donc à la sortie de son doctorat, les équipes de GeoArcheon. C'est ça, c'est bien. Donc voilà, et donc il est également membre associé du laboratoire Trace de l'université de Toulouse-Jean Jaurès, où d'ailleurs il a obtenu son doctorat. C'est vrai, c'est le laboratoire d'archéologie de la fac de Toulouse. Voilà, et donc son activité professionnelle, on peut le dire, se concentre sur la caractérisation des milieux anciens grâce aux outils de la géoarchéologie. C'est vrai. Si vous avez des questions à ce propos, ne me posez pas la question, je n'ai pas tout compris. On pourra en parler si ça vous intrigue. Et donc Lars Andersson est préhistorien et maître de conférences à l'université de Paris-Nanterre. Il a effectué aussi ses études en partie à Toulouse, à l'université de Toulouse-Jean Jaurès. Et lui, il est spécialisé plus particulièrement dans l'étude du matériel lithique. Et ses recherches se concentrent sur la compréhension de l'organisation socio-économique des premiers groupes d'Homo sapiens en Europe occidentale, c'est-à-dire la culture matérielle aurignacienne. Je n'ai pas inventé tout ça, j'ai copieusement copié le descriptif présent sur Internet. C'est très bien écrit parce que c'est lui qui l'a écrit. C'est possible. Bien joué, gros malin. Voilà, donc il est docteur en préhistoire et il est membre de l'UMR Temps à Paris. Voilà. Donc je vous laisse entre leurs mains expertes et je vous souhaite une très très bonne conférence. Et à l'issue de la conférence, on profitera d'un petit temps informel dehors donc, pour aller plus en avant dans la discussion. Et à noter également, je fais un petit peu la pub du musée, qu'on organise avec Mathieu et Lars une visite du chantier de fouilles le samedi 11 juin. Donc voilà, donc seront présents les archéologues pour, à partir de 14h30, départ du musée, et en présence de Sébastien Marzin qui fera la visite jusqu'au chantier de fouilles. Voilà. Je vous souhaite une très bonne conférence, et puis on se donne rendez-vous à tout à l'heure. Merci Marie. Tu veux commencer ? Oui, avant de commencer, je vais d'abord vous poser la question de savoir qui a déjà subi nos conférences sur les gisements d'Aurignac. Ah oui. Oh, rien. Bah oui, j'en suis très flatté. Très bien. Donc, certains d'entre vous vont reconnaître une partie des choses qu'on va vous présenter ce soir, mais à force de rabâcher, ça va finir par rentrer. Et au bout d'un moment, vous direz, c'est bon, on sait tout ce qu'il y a à savoir, on va plutôt rester à la maison. Mais pour les personnes qui ont eu la chance ou qui ont eu la malchance de nous louper aux épisodes précédents, on va quand même vous faire une version allégée, mais quand même avec de la matière. Hein, vous inquiétez pas, vous allez repartir avec les poches bien pleines. Donc, comme vous le disait Marie, je suis Mathieu Leger et mon collègue Lars. Tous les deux, nous avons commencé à nous réintéresser au cas d'Aurignac et d'Aurignac 2, des occupations préhistoriques qui sont à la sortie de la ville. Disons entre 2017 et 2018. Oui, c'était plutôt 2017. Ouais. On était tous les deux encore en thèse de doctorat à Toulouse. À ce moment-là, on a été approchés par Joëlle Arche, qui était alors la directrice du musée. Qui était peut-être même pas un musée, qui était peut-être un musée-forum en ce temps-là. À l'époque, c'était un musée-forum. Et en fait, petit à petit, on met en place un programme de recherche dans le but de réévaluer le potentiel préhistorique de ce petit secteur autour de la grotte,
c'est-à-dire donc à la fois la grotte, l'abri d'Aurignac, mais également le trou béant qui est juste à côté, qu'on appellera Aurignac 2, qui a été découvert, qui a été plutôt excavé un peu plus tardivement que la brume. Alors, vous inquiétez pas, toutes ces questions historiographiques, on va y revenir en long, en large et en travers. Alors, donc, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette reprise de travaux dans le secteur? C'est de se pencher sur les modes de vie, la culture matérielle, les modalités d'occupation, d'habitation des groupes aurignaciens. Les Aurignaciens, ce ne sont pas les habitants de la commune d'Aurignac, ce sont en fait nos ancêtres, Homo sapiens, qui vivaient en Europe de l'Ouest, au Proche-Orient, plutôt en Europe de l'Ouest quand même, mais sans doute en venant un peu du Proche-Orient. Ce sont nos ancêtres qui s'installent dans le secteur à partir d'il y a 42 000 ans, qui s'y installent en tout cas de façon définitive à partir de 42 000 ans, et qui, disons, pour simplifier, remplacent les populations antérieures qui étaient des populations néandertaliennes. Je dis pour simplifier, puisque lorsque je vous dis qu'ils les remplacent, en réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. On se rend compte qu'ils ont fait quand même copain-copain un certain nombre de fois. Et tous, dans notre génome, on a encore quelques pourcentages de gènes néandertaliens qui nous ont permis de mettre en évidence ces anciens liens de camaraderie et plus si affinité. Ces Aurignaciens, en tout cas plutôt ce qu'on appelle l'Aurignacien, marquent une culture, un ensemble d'idées et de façons de faire qui sont partagées par des populations à l'échelle de toute l'Europe de l'Ouest. Et voilà. Et voilà. Néandertal, Sapiens, Sapiens, coucou, l'Europe de l'Ouest. Voilà. Je voulais, vu qu'on commence à tous un peu se connaître, s'il y a des moments où on dit des choses pas claires, stupides ou contradictoires, vous avez le droit de nous interrompre à tout moment. Donc là, pour le coup, en fait, l'Aurignacien, ça marque, voilà, comme on a dit, l'arrivée de nous, voilà, en Europe de l'Ouest, mais ça marque quelque chose qui est quand même assez important. C'est un basculement dans les populations, mais aussi dans les modes de vie. Voilà. Donc à partir de ce moment, on voit beaucoup plus de choses qu'on voyait en amont. Avant, voilà, les Néandertaliens, c'est pas qu'ils n'étaient pas complexes eux aussi, mais on a moins de témoins matériels facilement lisibles par nous, les Homo sapiens, voilà, qui sont représentatifs de cette énorme complexité. Donc cette complexité, on va le voir à travers, par exemple, les différentes formes de représentation graphique qu'on voit dans les grottes. Donc l'exemple classique, Chauvet, mais aussi voilà, des changements ou des évolutions assez importantes voilà, dans la manière dont on va décorer le corps et les habits. Donc on va avoir plusieurs différentes formes de parures qui vont bouger dans l'espace, où en fait c'est les géants qui vont bouger avec ces parures dans l'espace, et ça nous démontre que voilà, il y a des idées partagées sur si on prend les exemples de ces petits perles en forme de panier sur tout le sud-ouest de la France. Donc on a les mêmes dans les Pyrénées, et on a les mêmes dans le nord du bassin aquitain, voilà, dans les sites en Dordogne. Voilà. Donc c'est quand même des gens qui s'échangeaient, qui bougeaient, voilà. Voilà. Je pense que c'est bien. Et tout ça continue tout au long du Paléolithique supérieur. Voilà. Jusqu'à Facebook, en fait. Jusqu'à Facebook, voilà. Peut-être même plus que Facebook, parce que pour moi, c'est le summum de la modernité, mais apparemment... c'est un peu... ouais, voilà. C'est un peu ringard maintenant. C'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, toujours pour expliquer comment on finit par arriver à Aurignac, ici, vous avez Toulouse, quelque part par là, Saint-Gaudens, ou là, Lannemezan, Saint-Gaudens. Ou l'inverse. Voilà, j'en étais sûr. C'était pour voir si vous suiviez. Et donc Aurignac, au milieu de tout ça. Tout ça pour vous dire que le massif des Pyrénées, ou en tout cas le massif avancé des petites Pyrénées,
cette espèce de grand massif calcaire qui part en fait de beaucoup plus loin au niveau des Pyrénées orientales et qui en fait vient se terminer plus ou moins dans les abords de Montmorin, ici. En fait, cette grande barre calcaire, elle abrite un nombre assez conséquent de grottes, d'abris et donc de gîtes, de gisements préhistoriques. Ici, on vous a mis ceux qui concernent l'Aurignacien, la Toutot de Camaillot, le Mas d'Asile, Tarté, Aurignac, les abeilles, également oui, Aurignacien Gargasse. Mais en réalité, comme vous le savez, car vous connaissez votre région, il y a plein d'autres gisements préhistoriques d'autres périodes dans ce secteur-là. Voilà, il suffit de penser par exemple à Nio qui est quelque part par ici. Bon voilà. En vrai, en fait, une véritable richesse archéologique préhistorique dans ce secteur pyrénéen. Je m'arrête à préhistorique, mais il y a bien sûr aussi toute une richesse de patrimoine historique et même sans doute contemporain, dont j'ignore tout. Donc en fait, le constat qu'on se fait avec l'art, c'est avec nos collègues petit à petit, c'est que nous, on aime l'Aurignacien, mais en fait, on se rend compte que notre compréhension de l'Aurignacien, elle est surtout basée sur l'Aurignacien de Dordogne, pour schématiser. Voilà. Et en fait, il apparaît qu'il y a une forme de paradoxe, c'est-à-dire que l'Aurignacien, comme vous l'avez deviné ou comme vous le savez, il tire son nom du gisement d'Aurignac, mais en réalité, très rapidement, la recherche archéologique préhistorique va délaisser la région des Pyrénées pour se concentrer sur d'autres aires géographiques, le bassin parisien, la Dordogne, le Jura souabe en Allemagne par exemple. Bref, les Pyrénées, toute proportion gardée, vont être un petit peu délaissées, notamment dans la seconde moitié du XXe siècle. Et ce qu'on essaye de faire avec plein d'autres collègues, de l'Université de Bordeaux, de l'Université de Toulouse, de l'Université de Paris, de Perpignan, c'est petit à petit de réinvestir ce territoire pyrénéen pour essayer de mettre à jour un peu la documentation archéologique qu'on a sur cet espace, pour pouvoir réfléchir sur un fond documentaire un peu plus large que simplement la Dordogne. Bon, je schématise, mais en gros, c'est ça l'idée. Ah! Donc ça, vous connaissez sans doute déjà un tout petit peu, parce que vous avez déjà visité voilà, ce magnifique musée. Donc je ne vais pas non plus passer longtemps là-dessus. Voilà, donc on a cette magnifique découverte voilà, de la grotte, magnifique, hein, voilà. Pas par l'Arte en lui-même, mais par Bonne Maison, voilà, un peu du hasard. Et ensuite les fouilles d'Edouard Larté, qui va passer pas mal de temps dans les Pyrénées à cette époque, il va contribuer énormément à, en gros, l'acceptation qu'il y a une préhistoire. Parce qu'avant avant qu'on a démontré dans des gisements qu'il y avait voilà, des faunes voilà, préhistoriques éteintes, en association avec des œuvres de l'homme, voilà, pour le coup à Aurignac, voilà, ça va être des silex taillés et des outils en bois de renne et d'os. Voilà, tout était dans la Bible, c'est bon, on débattait un peu là-dessus, mais voilà, il n'y avait pas de preuve réelle que voilà, nous, on était anciens, on n'était pas antédiluviens. Voilà. Donc, l'Arty, il va contribuer à ça, mais tout le matériel que l'Arty va sortir de la grotte et étudier de manière très très soigneuse, c'est pas lui qui va l'appeler l'Aurignacien. Voilà. Lui, il va contribuer à ce débat autour de voilà, le fait qu'il y ait une préhistoire, mais c'est surtout un autre préhistorien dont vous connaissez peut-être le nom, un abbé, voilà, il y a beaucoup d'abbés dans la préhistoire, mais abbé Breuil. Et donc cet abbé Breuil, c'est lui qui va, voilà, au cours de plusieurs échanges autour voilà, du début du XXe, c'est lui qui va identifier, diagnostiquer cette industrie et l'appeler voilà, l'Aurignacien. Voilà. C'est ça. En fait, disons une réinvention. Oui, voilà. Disons que Aurignac, dans un premier temps, sert pas tant à inventer l'Aurignacien qu'à participer à l'invention de la préhistoire. Et c'est 50 ans plus tard que les objets trouvés par l'Arté vont servir à Breuil à dire « Ah, mais ce qui se passe là, cette façon de faire le silex, cette façon de faire les objets en os, c'est vraiment très particulier. Et ça s'intercale entre le moustérien et le solutréen, grosso modo. Grosso modo. Et c'est vraiment, voilà, 50 ans après la découverte de la grotte,
que l'Aurignacien naît à proprement parler. C'est voilà, une sorte de grossesse assez longue. Ouais, voilà. On peut faire une petite, une petite bifurcation et parler même de la raison pour laquelle c'est hyper intéressant que Breuil il va inventer cet Aurignacien. C'est justement puisque un des grands penseurs de l'époque, je ne me rappelle plus s'il y a des panneaux sur Gabriel de Mortillet. Voilà, donc Gabriel de Mortillet, grand penseur de l'époque, il travaillait au musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye. Et lui, en fait, quand il commence à travailler là-bas, il était embauché en fait pour ranger les collections de Jacques Boucher de Perthes, qui est un autre préhistorien qui découvre plein de bifaces dans le bassin parisien. Mais c'est Gabriel de Mortillet qui va établir nos premières chronologies. Et lui, il va créer une chronologie où il y a le moustérien, donc des silex, où il y a l'achélien d'abord, donc les bifaces. Il y a le moustérien, donc les éclats retouchés. Ensuite, il y aura le solutrien, où on va perfectionner la taille du silex. Et ensuite, on bascule sur le magdalénien où on va faire à la fois la taille du silex, mais aussi on va travailler de l'os. De Mortillet, en fait, il élabore cette chronologie puisqu'il pense que toutes les choses doivent développer de manière complètement linéaire. Donc, on ne peut pas réinventer des choses plus tard. Et le problème, c'est qu'à l'Aurignacien, qui est entre moustérien et solutrien, ils ont une industrie en os. Donc, on ne peut pas l'avoir réinventé 2 fois, et donc on le supprime. Donc, de Mortillet, pour que tout soit très, très linéaire, pour l'évolution, suivre en pas de marche très, très rythmé, il le supprime, et c'est l'abbé Breuil, après, qui va regarder plusieurs sites, dont Aurignac, regarder ces industries et dire « Mais attendez les gars, il y a quelque chose entre les deux. L'évolution n'est pas forcément linéaire, ça peut aller dans plusieurs sens. » Voilà. Donc, petite bifurcation que je trouve très intéressante. C'était vraiment passionnant, là. Voilà. Moi, je trouve passionnant, mais bon. Un bref résumé des opérations qui vont suivre celle de l'Arté dans les années donc, 1860. Beaucoup de gens qui passent dans le secteur et qui ne manquent pas de faire chacun leur petit trou pour ramener un souvenir d'Aurignac. Ce qui explique sans doute qu'en fait, très rapidement, l'abri d'Aurignac est parfaitement vide, bien propre, très clean, on pourrait manger par terre. Si bien que, plein de passages fameux, la Société géologique en 1862, Cartaillac, un préhistorien toulousain également fameux qui passe également quelques années après la découverte. Le classement de la grotte au monument historique et son rachat par la commune en 1921. Et en fait, en 1938-39, les fouilles d'un monsieur qui s'appelle Fernand. Bah, je le savais. F. Lacor. Et son épouse et ses ouvriers qui en fait décident de se réintéresser au gisement d'Aurignac. Ah, voilà. Mais en fait, ce qu'on comprend, c'est que quand Lacor réintervient, donc en 38-39, même s'il le publie beaucoup plus tardivement en 1963, c'est qu'en fait, la grotte qui est juste là, en fait, est déjà quasiment complètement vide. Et en fait, ici, on devine que tout ça, c'est ce que l'Arté et ses ouvriers, puis tout un tas de clandestins, ont gentiment curé. Et en fait, ce que fouille Lacor avec l'aide de ce monsieur, c'est en fait les lambeaux de ce qui reste à l'avant de la grotte et plus du tout ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de la grotte. Lacor, je vais passer assez vite là-dessus, il y a une petite collection de matériel issu de ses fouilles, petite parce que si j'ai bien suivi, en fait il se fait clandestiner sa fouille alors qu'il a le dos tourné et en fait il décide de partir d'Aurignac et il part faire des fouilles en Dordogne comme tout le monde. À la Gravette. En plus. Alors il va fouiller à la grotte de la Gravette, où il va inventer le Gravessien. Donner son nom, elle aussi, à une période de la préhistoire, après l'Aurignacien et avant le Solutréen, le Gravessien. Encore d'autres opérations, allez-y, monsieur Anderson, faites-vous plaisir. Parce que on travaille à Aurignac 2, donc ça oui. serait bien un peu de contextualiser en fait. Est-ce que vous connaissez tous la configuration? Est-ce que vous avez tous enfreint la loi et traversé le ruisseau pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté et comment c'était rangé?
Non, bien sûr. Bon, alors pour ceux qui respectent la loi, et il y en a beaucoup, donc ici, il y a les panneaux qui ont été réinstallés il y a quelques années par le musée. La grotte, en fait, s'ouvre ici. Là, il y a l'ancien sentier qui passait et qui remontait ensuite pour reprendre le chemin. Et donc, le sondage d'Aurignac 2, c'est cette grande fenêtre qui a été ouverte par Louis Méroc en 61. C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Voilà, il fait ça puisque, voilà, vous avez bien noté que c'est 1961, c'est à peu près le centenaire des fouilles de l'Arté, et c'est justement un moment où on va faire, voilà, une grosse fête et un colloque à l'abri. Et donc, je me demande si c'est pas des gens au-dessus de Louis Méroc dans l'hierarchie qui l'ont demandé de fouiller là-bas. De toute façon, lui, il connaissait déjà bien les lieux. Il avait déjà un peu essayé de sonder. Et chaque fois qu'il a essayé de sonder, il a commencé depuis le dessus de la barre rocheuse. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous avez passé par le site, mais vous avez vu, parfois, il y a des gros blocs. Il y a des gros blocs. Et en fait, on va expliquer plus tard que ce n'est pas juste des gros blocs. Il y a carrément voilà, de la roche-mère. Voilà, c'est une grosse formation calcaire. Et donc, chaque fois qu'il essayait de sonder, il tombait sur des énormes voilà, blocs de calcaire ou carrément le roche-mère, mais il avait des fenêtres qui n'étaient pas assez grandes pour pouvoir en déduire où il en était. Donc, il arrêtait. Donc, à cette occasion, en 61, il dit ça suffit, je vais commencer par le ruisseau et je vais le faire avec une pelle mécanique. Voilà. Donc, là, pour le coup, il va dégager une surface assez importante et il va concentrer ses véritables fouilles. Je pense qu'on a des diapos encore plus précis plus tard. Ces véritables fouilles où il va décrire une super stratigraphie. Super. Une stratigraphie, on va dire, plutôt par ici. Voilà. Ce qu'il faut bien avoir en tête, du coup, c'est qu'il ouvre une fenêtre assez large, de l'ordre de 10 mètres par 12 ou 10 mètres par 15, mais qu'en fait, il en fouille une toute petite partie. Je veux dire, il en fouille réellement une toute petite partie, celle qui est située de ce côté-là. Et donc la coupe qu'il dresse à ce moment-là, à partir justement de ce côté de l'emprise qu'il a ouverte, est la suivante. Donc il décrit un très gros dépôt de pente, ici, avec dedans des très gros blocs, ceux-ci, qu'il interprète comme l'effondrement d'un toit qui devait être plus avancé, et sous lequel il suppose qu'il y a eu des occupations aurignaciennes, puisqu'il identifie ici un foyer, dans ses descriptions une zone où il y aurait eu du feu et donc où des hommes préhistoriques se seraient installés. Et associé à ce foyer, et également légèrement dans la pente ici, il retrouve du matériel, principalement des objets en pierre taillée, qu'il observe et qu'il attribue à raison à l'Aurignacien, qui est donc pour lui, tout va très bien. Il est à 10 mètres de l'abri d'Aurignac, il retrouve des traces de feu, des objets en pierre taillée d'allure aurignacienne, et considère que le boulot est fait. Il faut bien voir qu'à ce moment-là, Louis Méroc, il a d'autres projets en cours. Il travaille pour l'équivalent du service régional de l'archéologie de l'époque. C'est le moment où l'urbanisation à Toulouse commence à bien accélérer autour de Blagnac, autour de Saint-Michel-du-Touche. Et en fait, Louis Méroc est chargé de superviser en fait les travaux d'archéologie, de sauvetage de toute cette urbanisation qui commence à bien galoper autour de Toulouse. Donc en fait, son opération de fouille à Aurignac 2, elle dure quelques jours à tout casser. Je me souviens plus ce qu'il dit exactement dans sa publication. Je crois que c'est de l'ordre de quelques jours. Et donc en fait, Méroc fait le boulot. Voilà une partie du matériel que... Si. C'est pas à nous ça Non, ça c'est pas nous. Ça c'est le matériel. Donc voilà. Il a découvert des objets archéologiques, il a attribué ça à l'Aurignacien. On a même une petite citation directement de Méroc. Je ne vais pas vous le lire parce que c'est écrit tout petit. Mais le matériel, je suis revenu là-dessus il y a quelques hivers maintenant. Et il y a bien tous les éléments assez classiques de l'Aurignacien ancien. Donc la phase de l'Aurignacien qu'on a surtout dans les Pyrénées centrales, notamment avec des objets comme ça. Et en fait, plus tard, une fois qu'on
qu'on a fini avec la com, on a amené du matériel pour qu'on puisse tous se regarder avec nos yeux. Donc ça va être drôle. Voilà, mais des petits blocs de silex qu'on va utiliser pour produire des petites lamelles, pour faire des armes de chasse. Et aussi voilà, des lames un peu plus importantes pour faire voilà, des grattoirs, pour gratter les peaux. Parce que c'est autour, on suppose, autour d'un Heinrich IV. Donc c'est un moment dans la préhistoire où il fait très très froid. Et donc il fallait voilà, se vêtir. Voilà. On ne pouvait pas se promener en slip en peau de bête. Bon, s'il n'y avait pas autre chose au-dessus. Voilà, oui, bien évidemment. Bien sûr, là. Très bien. C'est vrai que Merock, à la fin de son article, voilà, s'éterve là-dessus. Il va aussi loin dans l'interprétation. Nous, on va être un peu plus prudent. Voilà, mais c'était quelque chose qui se faisait à l'époque puisqu'il n'y avait pas énormément de matériel. Lui, il dit que voilà, c'est un groupe qui est passé voilà, pas loin, c'est genre une nuit ou deux voilà, sur le site. Bien évidemment, voilà, c'est assez difficile de mesurer le temps, mesurer la durée d'une occupation avec les données que nous avons. Voilà. Donc il y a ce fameux voilà, colloque voilà, en 1961 qui est publié en 1963 et les gens qui viennent voilà, à ce colloque, c'est une véritable voilà, liste des personnages assez fameux de la préhistoire de l'époque. Donc il y a François Borde, peut-être vous connaissez le nom, c'est un préhistorien qui était à Bordeaux. Delporte, un préhistorien qui vient qui venait de Paris et qui a fouillé Brassempouille dans les Landes, par exemple. Et voilà, un personnage sur lequel on va élaborer dans quelques diapos, un certain Abbé Algan. Voilà. Et c'est à partir de ce moment, voilà, déjà dans cette publication, les boards de Sonneville Board, les autres gens qui publient dans ce colloque, ils partent tous de la Dordogne. Ils partent tous de la Dordogne et c'est à ce moment-là où c'est un peu symbolique ce colloque. Ça marque vraiment voilà, ce retournement historiographique où si on s'intéresse à l'or ignatien, si on s'intéresse à la préhistoire à tout court, voilà, souvent on va s'orienter vers le nord du bassin aquitien, puisque voilà, et la Dordogne, puisque aussi une des plus grandes écoles de la préhistoire au moment, c'est à Bordeaux. Et donc Dordogne, c'est un peu leur terrain de jeu pour tous les sites archéologiques. Voilà. Bon, comme tu le dis, il y a quand même plein de contre-exemples. À Laplace. Georges Laplace, les travaux des Simonais, les travaux des Béguin, par exemple, mais tout un tas d'autres personnes qui continuent à œuvrer dans le secteur pyrénéen malgré tout. Mais il faut dire qu'ils n'ont pas la force de frappe que peut avoir le labo bordelais, notamment en Dordogne. Ouais. Voilà. Ils sont un peu marginaux, en tout cas hors des grosses sphères d'influence qui déjà à ce moment-là en fait sont en place dans le monde académique. C'est Bordeaux et Paris à ce moment-là. Voilà. Voilà. Et depuis 2000, bon voilà, l'aménagement du c'est surtout qu'entre-temps, il ne se passe rien. Oui, ou presque. Oui, voilà, c'est vrai, il ne se passe pas grand-chose. Bon, il y a le musée qui existe ici. Ouais. Le musée en son état ancien, c'est-à-dire sous le parking de la mairie, si j'ai bien suivi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais voilà, nous, à notre connaissance, il n'y a pas de travaux qui sont entrepris à Aurignac sur ces questions préhistoriques. En tout cas, pas avec une autorisation de fouille. Voilà. Bon, bien sûr, en 2000, le lancement du nouveau musée, qui va permettre d'une part de revaloriser ce site auprès du grand public, puis qui va en fait pour nous va nous dire c'est vrai qu'Aurignac en fait c'est à 70 km de Toulouse, juste de reprendre conscience que ce site existe, qu'il est juste à côté et qu'il a été a priori exploité de façon que partielle par Louis Merock. Oui, cela dit, voilà, nous on a appris ça un peu plus tardivement parce qu'en 2000 on était au lycée. Moi j'étais au lycée au moins. Moi j'étais en train de... Oui, bien sûr.
Voilà. Bien sûr. Donc voilà, comme on a dit au début, voilà, c'est à partir de voilà, on est en fin de thèse tous les deux. C'est quand ta soutenance? C'est En 2018. C'est en 2018 et moi c'est 2019. Donc on est en fin de thèse. On avait fouillé sur plein de sites avec notre directeur. On a partagé le même directeur. On se disait, ça serait peut-être bien de réinvestiguer Aurignac avec Joël Arche, et on s'est lancé dans un projet dans 3 axes. Un axe qui était plutôt orienté sur la compréhension de la géologie du vallon. Donc pour comprendre tout, en gros les espaces que les préhistoriques auraient pu investir. Voilà. Et puis tous les processus qui par la suite auraient pu tronquer les sites archéologiques, donc pour faire en sorte qu'on ne les voit pas. On voulait, en plus de cette contextualisation, regarder s'il y avait du matériel archéologique dans les sites ou dans les éventuels sites, dont Aurignac 2, et évaluer des potentiels départs d'abris qui sont tout au long de la crête de Fajoles. Et on voulait aussi regarder, donc le 3e axe, un peu plus historiographique, c'est-à-dire réévaluer les collections de l'accord, de Méroc et un peu de l'Arte, même si c'est un peu plus dur parce que les collections sont un peu plus dispersées, et essayer de recoller quelques archives. Donc sur ce projet, c'est un peu plus difficile parce qu'on n'arrive pas vraiment à mettre la main sur les archives de Louis Méroc. C'est ballot. Voilà. Ils sont cachés. Ils sont cachés. Voilà. Donc notre la première partie de de nos investigations à Aurignac, en fait, c'était pas nous. Hein, voilà. On a fait bosser les autres. On a fait bosser les autres, voilà. Des collègues de Proté, une boîte où ce sont des spécialistes de la géologie et de la karstologie. Et donc, on leur a demandé d'évaluer les différentes formations et le potentiel karstique le long de la crête de Fajoles. Et c'est exactement ce qu'ils nous ont fait. Et parmi les résultats, voilà, ils ont repris la carte géologique établie par le BRGM et ils ont travaillé un peu plus. Voilà. Ils se sont promenés, ils nous en ont proposé une lecture un peu plus dynamique sur la façon dont, disons, les cours d'eau se sont creusés, de quelle façon les grottes sont apparues, où est-ce qu'il y en a, où est-ce qu'il n'y en a pas, pourquoi est-ce qu'il y en a, pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus. Et c'est à partir de cette première base documentaire, vous voyez, à large échelle, hein, puisque donc, Aurignac, c'est juste ça, la grotte est ici. Et donc, vous voyez, déjà sur ce secteur qui doit faire à peu près, il y a une échelle, là, ça fait 2 km. Ils nous ont fait toute la lecture de ce coin-là pour qu'on puisse essayer de comprendre un petit peu comment l'abri d'Aurignac s'insère dans ce paysage très large qui est assez particulier d'un point de vue géologique. Je ne sais pas si vous connaissez bien la géologie qui est sous nos pieds, mais à Aurignac, la chance qu'on a, la particularité, c'est qu'on est face à une structure plissée, c'est-à-dire que ce sont des terrains calcaires, comme vous le savez sûrement. C'est des roches qui se déposent au fond de la mer. Et les roches, quand elles se déposent au fond de la mer, elles font des belles couches les unes sur les autres, bien horizontales. Sauf que le problème qu'on a dans la région, c'est cette fichue montagne des Pyrénées. Et en fait, quand les Pyrénées vont pousser, ils vont déformer en fait, ces couches calcaires. Et c'est en fait ce qui se passe à Aurignac. On est face à une structure bombée, c'est-à-dire que dans un axe grosso modo nord-sud, en fait, on a un gros pli, ce qu'on appelle une structure anticlinale, qui fait qu'en fait, quand vous prenez la route, par exemple, pour aller vers l'abri d'Aurignac, si vous regardez sur les côtés de la route départementale, vous voyez qu'il y a plein de couches calcaires, mais qu'elles sont toutes hyper penchées. Ça, c'est parce qu'on est justement sur la marge de cette structure, en fait, qui est bombée, plissée. Et pourquoi je racontais ça, moi Parce que surtout, il y a une diapo avec un schéma qui décrit exactement ce que tu voulais raconter là, mais c'est à la fin du je vous le redirai plus tard. Ouais, voilà, vous aurez oublié d'ici là. Voilà. Parmi un de nos résultats ou un de nos outils d'investigation, voilà, c'est plutôt ça qui est plutôt intéressant, c'est que
en prenant la route qui sort d'Aurignac et qui passe vers l'abri, vous avez sans doute aussi remarqué, parce que voilà, il y a les bandes de calcaire, il y a aussi beaucoup de végétation. Voilà, il y a quand même pas mal d'arbres et ça rend, ouais, voilà, ce qui est bien, c'est super, mais ça rend la lecture de la topographie assez difficile. Voilà. Et donc, nous avons fait appel à des spécialistes qui font du LIDAR, un outil de radar en gros, qui permet avec une résolution assez importante, qui nous permet d'avoir une carte topographique plutôt détaillée qui va nous permettre d'estimer, déjà de suivre pas une bande calcaire, mais deux. Donc ça va être, c'est un peu la conclusion En fait, ces méthodes d'acquisition, surtout, s'affranchit de la végétation. C'est surtout ça qui nous arrange, puisque c'est pas avec notre serpette et notre sécateur qu'on va couper tous les arbres entre ici et l'abri d'Aurignac. C'est pas le but. L'intérêt de ces méthodes LIDAR, voilà, c'est de réussir à avoir une vision à nu du terrain sans être obligé de couper toute la forêt. Oui. Et en fait, vous voyez qu'on se rend compte, donc comme le disait Lars, qu'on arrive en effet à suivre différentes petites lignes de crête, plein de petites anomalies qu'on voit, comme celle-ci, là encore un petit sentier, là également des petits replats, des petites lignes calcaires. Bref, là évidemment c'est une image un peu grossière pour les moyens de la présentation, mais on peut zoomer dessus autant qu'on veut sur ordinateur et c'est vrai que ça reste très détaillé. Et pour nous, c'est un outil pour préparer une éventuelle enquête suivante réellement sur le terrain pour aller contrôler ces anomalies topographiques. Mais c'est un outil qui nous permet de gagner beaucoup de temps et d'éviter de passer des journées à se rouler dans les ronces et d'aller directement sur les points où il nous paraît se passer quelque chose d'intéressant et de pertinent d'un point de vue archéologique. Oui. Bon, là pour le coup, on va passer rapidement là-dessus. Ça, c'est ce que j'avais fait. J'en ai déjà un peu parlé au début. La réévaluation des anciennes collections. Donc, il y a sans doute une partie des collections de l'Arte qui sont au MAN, un peu au Muséum de Toulouse, un peu ici, et éventuellement des choses au British Museum. Le matériel de fouille de l'accord, il y avait surtout de l'Aurignacien dedans, mais pas que. Il y avait des objets qui faisaient penser à d'autres phases préhistoriques. Donc, avant de vraiment creuser quoi que ce soit à Aurignac 2, un de nos questionnements, c'était est-ce qu'il n'y a que de l'Aurignacien ou est-ce qu'il y a autre chose? Bon, là, pour le coup, on est plutôt maintenant sur l'hypothèse à Aurignac 2, au moins, qu'il n'y a pas vraiment autre chose. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'on avait des éléments qui étaient évocatrices du Châtel-Perronien? Voilà, donc période juste avant les Aurignaciens qui est plutôt attribué, voilà, c'est débattu, c'est assez débattu, mais plutôt attribué aux Néandertaliens et puis le Solutréen plus tardivement dans le Paléolithique supérieur. C'est parce qu'en fait, l'accord, il va pas juste fouiller devant l'abri, il va fouiller un peu plus loin, voilà, il va faire un petit sondage, en fait c'est un assez grand sondage, voilà, juste en dessous du sentier qui passe devant la grotte. Et là c'est un gros dépôt de talus où il y a pas seulement des vestiges qui sont pas aurignaciennes et pas préhistoriques, il y a quand même voilà, des tessons voilà, médiévales, il y a un peu de tout dedans. Voilà. Et puis, pour ce qui est de la collection de Méroc en soi, la collection qui vient vraiment, l'ancienne collection d'Aurignac 2, là pour le coup, il n'y a pas de doute, c'est de l'Aurignacien avec quelques nucléus à l'âme dans les anciennes collections. On en a trouvé aussi de matériel comme ça dans les collections, les fouilles récentes. Et puis voilà. Pour ce qui est si on va parler de l'Aurignacien, il faut parler de l'industrie osseuse parce que voilà, un élément que vous avez déjà vu dans le musée, un élément diagnostique plutôt de cette phase de l'Aurignacien, c'est ces fameuses saguets à base fendue, voilà, qui vont être, voilà, c'est des têtes de saguets, voilà, qui vont être emmanchées sur une hampe avec des lamelles.
il n'y a pas juste voilà, ces têtes de saguet à Aurignac, il y a plein d'autres éléments. Ça c'est une réévaluation faite par une spécialiste d'industrie osseuse de Toulouse, Élise Tartare, qui a identifié plusieurs différents types d'objets d'industrie osseuse. Donc on a voilà, des éventuels manches d'outils, voilà, on a des poinçons, donc voilà, surtout pour percer, et on a même voilà, une phalange de renne percée d'un trou qu'on avait interprété comme un sifflet. Ça pourrait être le cas. Pour ce qui est de la faune, on a un peu de tout. Voilà, donc on a de l'ours des cavernes, très bien. On a de l'hyène, on a des renards. Donc ça veut dire que cette cavité n'a pas juste été occupée par l'homme. Il y a eu des moments où il y a eu voilà, des grands carnivores qui ont fréquenté cet espace. Donc il faut comprendre que pendant les périodes préhistoriques, même voilà, à l'Aurignacien, au début du Paléolithique supérieur, on est Homo sapiens, on commence à être un peu plus nombreux dans le coin. On n'est pas aussi nombreux que ça, et donc voilà, on est un peu en compétition avec les autres grands carnivores qui vont occuper parfois les mêmes espaces que nous. Voilà. Très bien. Et ça, c'est pour ce qui concerne Aurignac 1, Ouais. le matériel des collections anciennes. Ouais. Pour ce qui est d'Aurignac 2, Louis Méroc mentionne quasiment pas de restes de faune, surtout pas d'industrie osseuse, pas de pointe de saguet ou d'objets de parure en os ou quoi que ce soit. Il dit simplement qu'il y a quelques fragments d'os informes et un reste voilà. dentaire qu'il attribue à du cheval. Ouais. Mais voilà, en fait, il décrit, ce qu'il nous dit, c'est que lui, il retrouve surtout du silex et que pour la faune, faut passer son chemin. Ouais, voilà. Et en gros, voilà comment on arrive en 2019 à Aurignac 2. Il faut faire un peu de jardinage. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu de jardinage. Bon, il nous reste 12 minutes là, franchement. Il nous reste 12 minutes. Bon, d'accord. Bon, vous connaissez la Haute-Garonne, vous savez que c'est une région semi-tropicale où la végétation pousse extrêmement vite. Et donc, il faut imaginer qu'on est en 2019, on est une soixantaine d'années après les fouilles de Méroc, et que bien évidemment la végétation a repris ses droits, et que du coup on a principalement jardiné, avant de retrouver en fait le fond de la fouille tel que Méroc l'avait apparemment abandonné. Oui. Donc l'idée était que Méroc avait surtout fouillé de ce côté-là, encore qu'en 2019, on n'en avait pas la moindre fichue idée de tout ça. Non, on ne savait pas. Hmm. Voilà, donc on avait, donc voilà juste l'hypothèse évoquée par Mathieu. Donc on savait que Méroc, il avait fouillé par ici. En tout cas, c'était là qu'il dessinait sa coupe. C'est exactement ça. On avait une espèce de bosse au milieu. Nous, on se disait que c'était les remblais de Méroc, mais on avait une autre dépression à droite et on se disait, mais Méroc, il décrit jamais faire une deuxième tranchée. Et il décrit pas cette coupe non plus. Il décrit pas cette coupe. Et en plus, il était dans directeur dans l'équivalent du SRA à l'époque, donc il n'aurait pas fait voilà, une tranchée comme ça sans le documenter. Donc on était un peu, on ne comprenait pas trop. Voilà. Ça ne nous empêchait pas non plus totalement de dormir. Hein. On était inquiets, mais pas trop. Moi, j'étais stressé. C'était la fin de la thèse. Tu le cachais bien. Ouais, mais voilà. Donc, voilà, ça, c'est les mêmes images. Voilà, un peu de donc, ce qu'on a fait en 2019, on commence en fait à nettoyer en fait cette emprise qu'on pense avoir été en grande partie explorée par Méroc. Et donc, c'est ce qu'on fait de ce côté-là. Et à cette occasion-là, en fait, on fait une couverture photographique détaillée de la coupe qu'a priori il a relevé. Je pense que l'image d'après doit parler de ça, si tout se passe comme prévu. Oui. Voilà, bon, en fait, on fait le même travail que Méroc, mais 60 ans après, avec des méthodes et des critères de description qui sont un peu différents. Mais l'idée est qu'on retombe un peu sur les mêmes idées que Méroc, c'est-à-dire un ensemble sommital de dépôts de pente avec des gros blocs qui se baladent dedans. À la base de ça, on a quelques niveaux sableux avec peut-être un petit peu de matériel archéologique. Et en dessous, en fait, on commence à se rendre compte que ce que Méroc avait pris pour un chaos de blocs est en fait pas réellement un chaos de blocs, mais en fait le substrat rocheux, calcaire, qui forme le massif calcaire de la crête de Fajoles.
Donc, ça nous donne déjà une idée de jusqu'où risquent d'aller les dépôts archéologiques. Si vous voulez, une fois qu'on atteint la roche-mère, on se dit que pour l'archéologie, ça va commencer à être un peu chaud. Donc, en gros, l'idée, c'est que on remet un peu d'ordre dans ce que décrit Méroc. Mais globalement, on est sur les mêmes observations que lui. Bah oui. Et donc, c'était en fouillant un peu dans cette autre tranchée qu'on commence on commence à trouver des déchets récents, mais pas aussi récents que ça. Donc, des déchets des paquets de chips, dont on en a ramené, hein. Des paquets de chips qui dataient pas de genre hier, et même pas des paquets de chips. À vos camarades. Pas des paquets de chips qui dataient de même Des genre il y a 20 ans. Des années 60. Ouais, voilà. Donc on trouvait des déchets comme ça et on s'est dit là ça fait énormément une tranchée un peu d'archéologie clandestine. Et c'est notamment via des gens du village qui sont passés et discutaient avec nous et ils nous ont dit en fait à l'époque, pendant le catéchisme, Abbé Algan amenait les enfants du catéchisme à faire des petites fouilles dans l'abri d'Aurignac II. Et donc, c'est là qu'on a pu résoudre ce mystère de qui était... Ces paquets de chips. Voilà, c'est qui a mangé ces chips ici il y a une soixantaine d'années. C'était Abbé Algan et les enfants du catéchisme. Voilà, donc ça c'était un des résultats hyper intéressants de 2019. Oui, voilà. Et en fait, on comprend mieux maintenant d'où vient le matériel aurignacien des collections Algan qui est conservé ici. Ah oui. En fait, c'est de l'aurignacien d'Aurignac II. Puisque l'abbé Algan a aussi fait des frasques, sans doute en Dordogne et sans doute ailleurs dans les environs. Bon, il ne s'est pas arrêté à Aurignac II. Bon, faut voir que c'était une période où la réglementation sur qui peut faire des trous archéologiques n'importe où était un peu moins stricte. Et je pense que l'abbé Algan était... moi, je ne l'ai pas connu, peut-être que vous l'avez connu, mais je pense qu'il était, de façon honnête, intéressé par l'histoire et la préhistoire et qu'il ne pensait pas faire mal et que, finalement, c'est une activité plutôt saine pour du catéchisme que d'aller... remonter sur les traces des ancêtres humains d'il y a 35 000 ans. Quoi. Bah oui. Bon, voilà. C'est clair. Voilà. Et donc là, c'est juste des résultats. Ah oui. Et en fait, on commence, du coup, par élimination, on commence à se dire, de ce côté-là, il y a Méroc qui a bossé. De ce côté-là, il y a Algan qui a fait son petit trou avec les enfants. Et en fait, on se demande toujours à quoi correspond cette partie centrale qui peut, en gros, soit correspondre à des remblais d'Algan, soit à des remblais de Méroc. En fait, c'est raté. C'est ni l'un ni l'autre. En fait, c'est une zone qui a été explorée ni par les uns ni par les autres. Il faut comprendre que quand Méroc ouvre cette fenêtre à la pelle mécanique, en fait, il en décape une très grande partie et à la main, il finit de fouiller la petite zone qui l'intéresse. Mais en fait, au milieu, il reste toujours une couche de terre plus ou moins épaisse qui protège encore des dépôts archéologiques du même type que ceux que Méroc et que ceux qu'Algan ont fouillés dans les années 60-70. Ouais. Et donc, en fait, on arrive comme ça, en observant la coupe qu'on a aménagée quelque part par là, on se rend compte que, en fait, on est face à des dépôts de pente en place qui sont susceptibles de contenir, là encore, une couche archéologique. Et on est en fait, en 2019, lorsqu'on réalise cette petite fenêtre de sondage, en fait, à la base, quelque part par là, on a la chance de tomber sur quelques objets en silex, quelques objets en os, quelques objets en bois de renne. Il me semble qu'on a un bout de bois de renne. C'est possible. Tout petit. Et on se dit, bingo, on est au bon endroit. Évidemment, ça, on s'en rend compte la veille de partir. Oui, c'est vrai. C'était en milieu de dernière semaine, mais il faut boucher après, donc voilà. Donc, on est quand même, malgré tout, très content puisqu'on se dit, finalement, Méroc et Algan nous ont un peu prémâché le travail, mais ils nous ont quand même laissé de quoi nous occuper en plein milieu. Quelle chance, quel bonheur, quel plaisir. Vivement l'an prochain. Voilà, les images de notre couche archéologique. Ça a l'air de rien, mais sous chacune de ces petites punaises, il y a un bout de silex ou un bout de charbon de bois ou un bout d'os. Et donc, on se dit, oh là là, quelle chance, quel prestige, Pompéi aurignacienne, quel bonheur. C'est ça. Voilà. J'ai peut-être pas dit ça comme ça à l'époque, mais c'est ce que j'ai ressenti. Ah voilà, on a des notes, on a des transcriptions, voilà, super. Voilà, c'est ça les gens qui reviennent pour nos communications, c'est super. Voilà.
Bon, donc là, c'était en gros l'état, la conclusion de 2019. C'était voilà, notre hypothèse de départ, où on pensait que ça, c'était la zone de Remblai. Et voilà, on a fouillé que 3 semaines. Hein, voilà. Oui, c'était assez court. C'était assez court. Et à la fin, voilà, on avait quand même compris pas mal de choses. Voilà, on a compris que Méroc, voilà, il a vraiment seulement fouillé de ce côté. On avait la nouvelle information que l'abbé Algan a fait son travail de ce côté. Et on pensait avoir voilà, une éventuelle couche en place voilà, au milieu du site. Donc on était content, on était prêt pour la suite. Et ensuite Covid. Ensuite, Covid. Donc, alors, voilà. ça a l'air de rien. Vous pouvez vous dire que, franchement, qui viendrait vérifier si on porte des masques au fin fond de la Haute-Garonne? Eh ben, en fait, si, puisque, comme vous le savez sans doute, moi et Lars, on fait les marioles, on est un peu les porte-parole de ce qui se passe, mais en réalité, nous, on ne travaille pas. On passe notre temps à causer, à boire des cafés, répondre au téléphone. Faire des communications, voilà. Ceux qui travaillent, ce sont les étudiants, les fouilleurs bénévoles qui sont là avec nous. Qui profitent de l'occasion pour compléter leur formation universitaire dans les métiers de l'archéologie, mais qui du coup, en fait, surtout nous prêtent leur force de travail pendant que nous, on se la coule douce. Évidemment, début 2020, emmener des étudiants pour faire les zouaves sur le terrain, à fouiller, à touche-touche les uns dans les autres, les uns dans les à côté des autres. Voilà. Oh non, voilà. Bah, safe. Hein, j'ai rien dit. En tout cas, l'université, le ministère de la Culture et même nous, on s'est dit c'est pas bon du tout. Ouais, en voilà. ce temps-là, pas de vaccin, on savait même pas si ça existait vraiment le Covid. Oui. Donc on part sur une autre option, c'est-à-dire qu'on va prendre une équipe beaucoup plus réduite, oui, des copains, des collègues, Ouais. des vrais gens qui sont couverts par leur assurance professionnelle. Et au lieu de s'intéresser à ce qui se passe au niveau d'Aurignac 2, donc à cette partie qui aurait échappé à l'attention de Méroc et d'Algan, on va commencer à s'intéresser aux petites cavités qui en fait se dispersent sur la suite de la crête de Fajoles. Est-ce qu'il y a une échelle là-dessus? Voilà, ça fait 50 mètres. Donc en gros, vous voyez, sur 250 à 300 voilà. mètres au-delà de la grotte d'Aurignac, il y a un ensemble de petites cavités qui s'ouvrent au pied de la barre calcaire qui arme la crête de Fajoles. Et du coup, en fait, durant cette campagne de 2020, un peu particulière, drôle de campagne, on réalise une série de sondages devant les zones d'abri qui nous paraissent les plus propices. Ouais. Et on va peut-être pas parler de ça pendant des heures, puisqu'en fait, tous ces sondages se révèlent très négatifs d'un point de vue archéologique, mais très positifs d'un point de vue géologique, puisqu'en fait, on comprend mieux en fait la façon dont est structurée cette barre calcaire, cette crête de Fajoles. En fait, pour vous donner une idée, voilà, sur cet abri du sondage 4, en fait, qui est l'abri avec le développement le plus important, il faut voir qu'en fait, l'espace ici fait moins d'1 mètre de haut. Autant vous dire que même s'ils sont un peu idiots durant l'Aurignacien, ils vont pas s'embêter à installer leur maison dans un endroit qui fait moins de 1 mètre de haut. Voilà. Et en fait, tout ce qu'on retrouve à l'intérieur de ces cavités, ce sont des dépôts très récents, organiques, remaniés, avec des restes de petits carnivores, de petits mammifères, ambiance blaireaux, renards, etc. Et en fait, dans ces abris, on se rend compte que les creusements sont liés en fait à l'intercalation d'un banc marneux-calcaire, entre des étages calcaires. En gros, calcaire dur, marneau-calcaire mou, et qu'en fait, les ruissellements, l'eau, le gel, le dégel, vont créer en fait le creusement de ce banc, alors que les deux bancs durs qui l'englobent, eux, vont rester en place. Et c'est ça qui va créer en fait cette forme d'abri, naturellement. Et en fait, on se rend compte que tout le long de la crête de Fajoles, cette ligne d'abri, en fait, est créée par le même processeur. En fait, on arrive à suivre ce banc marneux sur plusieurs centaines de mètres comme ça. Le problème, c'est que ce banc marneux, au niveau d'Aurignac 2, il fait entre 1,50 m et 2 mètres d'épaisseur. Donc, quand il a été dégagé, il a en effet ouvert un espace conséquent. Ah oui, c'est un véritable abri. C'est un véritable abri, mais que plus on va aller vers l'est,
En fait, plus ce banc marneux va être fin, et en fait, petit à petit, en fait, il va complètement disparaître. En fait, à Aurignac 2, 2 mètres d'épaisseur, et arrivé à ce sondage 4, il fait moins d'1 mètre d'épaisseur. Il y a des endroits où il fait en fait, où il est quasiment totalement absent. Des endroits où il réapparaît, il fait 30 ou 40 cm, puis il redisparaît, puis il réapparaît. Et en fait, à aucun autre endroit qu'on a pu observer lors de cette campagne de 2020, on a pu déceler d'abris d'une ampleur comparable à celle d'Aurignac 2. Donc on s'est rendu compte que Aurignac 2, c'est l'exception et c'est pas la règle. Voilà. C'est ça. Donc, bon, on va pas... Non, voilà, c'est les mêmes résultats. C'est les mêmes résultats sur tous les sondages qu'on a opérés le long de cette barre rocheuse, c'est-à-dire qu'en fait, très vite, on tombe sur les mêmes configurations avec des abris très peu épais. On a fait d'autres sondages ici, juste à l'avant de l'abri d'Aurignac, cette fois-ci. Hein, on revient sur le côté où il y a eu des découvertes archéologiques, les travaux de l'Accord et de l'Artais. C'est notamment dans les déblais de l'Accord. Là. En fait, on est juste devant l'abri. En fait, on se rend compte que la couverture sédimentaire, la terre qui est encore présente, est complètement remaniée. Elle livre un tout petit peu de matériel archéologique, mais qui est complètement brassé. Et en fait, ce sont sans doute les remblais plus ou moins mélangés de l'Artais, de l'Accord, sans doute de tout un tas de clandestins qui ont pu traîner dans les parages. Ouais. Et qu'en fait, sous ces dépôts très remaniés, en fait, on tombe directement sur le substrat rocheux. En fait, c'est pas la peine d'aller creuser encore plus par là. Tout ce qu'il y a en surface, en tout cas, n'a pas d'intérêt archéologique, dans le sens où, à partir d'objets mélangés, on va pas pouvoir raconter grand-chose. Hein. Il y a des fragments de céramique modernes, il y a des objets en os plus ou moins anciens, plus ou moins récents, il y a des objets en silex cassés, mais tout ça est complètement mélangé. Hein. C'est un peu comme si on prenait le musée d'Aurignac et toutes ses réserves, qu'on mélangeait tout ça et qu'on le balançait dans le parking. Bon, alors en effet, on pourrait ramasser 3 bouts de silex, mais franchement, bon, voilà. Encore mieux dans la pente. Voilà. Pour reconstituer les modes de vie des populations passées, c'est raté. Voilà. Voilà, on retrouve d'autres objets très intéressants pour les modes de vie passés. Oui, voilà. En fait, le constat, la conclusion, c'est qu'en réalité, la zone où l'abri d'Aurignac 2 s'étend, elle est relativement restreinte, hein, ça fait 25 mètres de large. La partie qui est au droit de l'abri d'Aurignac, de la grotte à proprement parler, en fait, elle est probablement totalement purgée de ces dépôts anciens, hein, du fait des travaux de l'Artais, de l'Accord et de tout un tas de personnes. Et en plus des ruissellements récents, hein, des processus naturels, puisque ce qu'il faut imaginer, c'est que quand l'Artais retire toute la couche de terre qui protégeait en fait ces dépôts, il met au jour en fait des dépôts archéologiques relativement fragiles qui vont être susceptibles d'être érodés. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé de l'autre côté de la rivière quand c'était encore vaguement autorisé. Vous vous rendez compte qu'en fait on est directement sur le rocher et que dès qu'il se met à pleuvoir, en fait ça ravine à une vitesse folle. Donc le peu de lambeaux de sol archéologiques qui pouvaient rester de ce côté-là ont à mon avis maintenant totalement disparu. En tout cas, nous dans les sondages qu'on a fait, c'était assez clair. Ouais, voilà. Donc là, pour le coup, voilà, pour ce qui est de la campagne 2021, où moi j'étais très peu là. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. L'objectif était donc de revenir sur voilà, l'endroit où on pensait qu'il y avait voilà, une couche archéologique préservée, ou au moins voilà, des fragments de couches plus ou moins intacts. Et donc, c'était un peu ce qu'on a fait. Et en fait, voilà, bon, voilà, un peu tous les gens qui travaillaient bravement pendant cette campagne. Pendant qu'on se la coulait douce, je le redis, surtout Lars. Oui, bon, voilà, j'étais en train de faire autre chose, voilà. Hop. Et en fait, ils ont fouillé pas mal et en fait, ils se sont rendus compte que, voilà, moi j'étais en train de commencer mon nouveau travail, voilà, donc, voilà. Mais ils se sont rendus compte au fur et à mesure qu'il n'y avait pas de véritable niveau archéologique. C'est-à-dire qu'ils trouvaient voilà, des petites poches parfois, des endroits où il y avait un peu de matériel archéologique concentré, mais en fait, c'était voilà, dans les creux. Voilà. C'était voilà, des objets archéologiques qui se sont fait amener voilà, par quelque chose, mais ils se retrouvaient piégés systématiquement dans les endroits les plus profonds un peu du site. Voilà, vous avez vu un peu la morphologie du bedrock ici, on le voit. C'est un peu en marche d'escalier.
il y a des moments voilà, où il y a des petits creux dans le marche d'escalier et c'est là où le plus souvent on va repérer du matériel archéologique. Et là pour le coup on a des plans tout à l'heure qui démontrent bien ça, mais il n'y avait pas voilà, une couche continue où on pouvait vraiment dire là pour le coup il y a eu des occupations. Bah, on peut le dire, à ce moment-là on s'est dit Méroc, escroc. Oui. Voilà. Je ne l'ai pas dit, je l'ai juste pensé. Voilà. Et à la fin de la campagne, ben voilà, ils ont bien nettoyé voilà, quasiment tout dans cette emprise centrale. Ils ont enregistré pas mal. Voilà, il y a quand même des petits objets archéologiques qu'ils ont enregistrés, mais on voit encore ici un peu dans la continuité de ce que Méroc il a démontré. Il pensait que c'était un chaos de blocs. Mais voilà, on s'est rendu compte que c'était du bedrock. Et là, pour le coup, on a exactement, logiquement, on est à 1 mètre à côté, hein, voilà, mais exactement le même en formation. fait, c'est ça, c'est le massif calcaire qui forme cette crête de Fajoles. Et en fait, c'est la même configuration que ces abris qu'on a sondés en 2020, c'est-à-dire un plancher en calcaire dur, un toit en calcaire dur, et entre les deux, on le perçoit dans ce coin-là, un banc marneux qui s'est fait en partie éroder et qui en fait du coup a créé, si on prend en compte le pendage de ces massifs calcaires, en fait l'érosion de ce banc marneux en fait a créé une espèce de gouttière, un espèce de piège à sédiments dans lequel sont venus s'accumuler des rochers, de la terre et des objets archéologiques. Mais malheureusement, nous de l'observation qu'on a pu faire cette année, enfin l'année dernière, dans tout ce secteur-là et qu'on est en train de continuer cette année dans la partie arrière, c'est qu'en fait, le matériel archéologique, il est dispersé plus ou moins aléatoirement là-dedans, parfois concentré dans certaines zones un peu particulières d'un point de vue topographique, mais que ce qui permet d'expliquer ces concentrations, c'est pas des actions anthropiques, c'est pas des concentrations parce qu'ils étaient assis là en train de manger leur sandwich, c'est des concentrations qui sont liées à des processus de ruissellement, qui sont liés à des processus gravitaires, qui sont liés à des processus de tri lors du dépôt des sédiments. Et l'idée, dont on va vous parler sans doute juste après, bon, voilà, c'est une photo de l'état. Vous voyez un peu l'organisation des sédiments au fond de l'abri. En fait, il y a autant de matériel ici, que là, que là. En fait, il n'y a pas de niveau archéologiste au sens où on l'entend. Et ce qui permet d'expliquer ça, ici c'est une photo qui est prise depuis le haut d'Aurignac 2. Hein, vous avez l'emprise que l'on fouille qui est juste là. Et juste là derrière, il y a l'abri d'Aurignac 1. Il faut imaginer que ça fait le sentier est en pente. Et en fait, on est au niveau d'un contact entre deux bancs calcaires d'âge et de nature assez différentes. Bon, d'âge pas si différent que ça, à quelques millions d'années près, mais en tout cas de nature assez différente. Et en fait, il y a cet étage supérieur dans lequel l'abri d'Aurignac est creusé. C'est un étage qui a été karstifié, c'est-à-dire c'est un étage dans lequel on retrouve vraiment des grottes, des boyaux, des petits puits. Si vous avez l'occasion d'aller à l'abri dans les jours qui viennent, vous verrez en fait que à côté de l'abri, il y a d'autres petits départs de boyaux, il y a d'autres petites cavités. Et qu'en dessous, par contre, on a ce calcaire de l'abri d'Aurignac 2 qui lui est plus dur, et qui présente ces intercalations marneuses plus susceptibles d'être érodées. Sans doute, cette configuration doit se reproduire à plusieurs reprises. Il y a sans doute plusieurs fois ces histoires de calcaire dur, marneau calcaire un peu plus mou, calcaire dur, marneau calcaire un peu plus mou, etc. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, l'étage calcaire qui était au-dessus a été érodé, hein, puisque j'imagine que vous avez entendu parler de l'érosion et que vous savez que ce qui se situe en hauteur a la fâcheuse tendance de vouloir se faire éroder pour finir dans les points bas. Là, on est typiquement sur une configuration telle que celle-ci, c'est-à-dire qu'au-dessus, on a cet étage calcaire friable qui se délite en plaquettes, qui était sans doute karstifié, qui contenait éventuellement des occupations préhistoriques, mais que les points hauts de cet étage calcaire, et notamment celui qui était juste au-dessus d'Aurignac 2, en fait s'est fait éroder et est venu se retrouver redéposé dans ce piège à sédiments, dans cette gouttière qui préexistait au niveau d'Aurignac 2, juste en dessous. Donc ce qu'il faut sans doute imaginer, c'est que la barre calcaire d'Aurignac 1, qui passait au-dessus de tout ça, était plus épaisse, plus importante,
et contenait sans doute d'autres petites cavités comme celle d'Aurignac 1, comme celle de l'Abri, mais que malheureusement, ces autres cavités se sont fait éroder, et que ce qu'on retrouve dans Aurignac 2, c'est à la fois le rocher et le contenu de ces anciennes petites cavités, du matériel archéologique, quelques objets en silex, quelques objets en os, mais que malheureusement, tout ça se retrouve dans une position remaniée, déplacée, et que ça va avoir un intérêt, puisqu'on va quand même pouvoir discuter, par exemple, de la façon de faire les objets en silex, on va quand même pouvoir discuter de quelles espèces animales étaient présentes, mais que par contre, à partir de ça, je ne vais pas pouvoir vous raconter à quoi ressemblait la maison des Aurignaciens à Aurignac. Je ne vais pas pouvoir vous dire, là c'était plutôt leur cuisine et là plutôt leur salle de bain. Voilà, c'est un peu là où on va mettre la limite. On va pouvoir discuter de ce mobilier, on va pouvoir discuter de ces dates par exemple, on va pouvoir discuter des types de matériaux qu'ils ont travaillés, mais par contre on ne va pas pouvoir vraiment faire une ethnographie du passé. On va, pour le coup, sur ces questions-là, rester plus prudent que ne l'avait été Méroc. Bon, il y avait un petit schéma ici d'un peu de ce qu'on imagine. C'est que bien avant que le Rhôde ait creusé sa majestueuse vallée, il y avait sans doute des bancs calcaires durs et un banc marno-calcaire mou et encore du calcaire dur. Et au-dessus, 7 étages d'Aurignac avec déjà des petites cavités qui préexistaient. Il faut imaginer qu'à ce moment-là, ces cavités ne communiquent pas ou presque pas avec l'extérieur. Ce ne sont pas véritablement des grottes, mais simplement des conduits dans lesquels l'eau circule au sein du massif calcaire. Il y a quelques centaines de milliers d'années, le Rhôde commence à inciser ce massif calcaire, c'est ce qui se passe ici. Et en fait, en tronquant ces étages calcaires préexistants, c'est là qu'il va recouper le conduit d'Aurignac 1, qui est encore vide, qui est encore simplement un tuyau pour faire passer de l'eau. Et c'est comme ça que l'abri d'Aurignac, la grotte d'Aurignac, va apparaître, va être mise au jour. Il se passe sans doute plus ou moins dans le même temps des processus d'érosion qui vont commencer à attaquer cet étage marno-calcaire plus friable dont je vous parlais. Les processus d'érosion vont continuer et vont petit à petit modeler la vallée telle qu'on l'aperçoit plus ou moins actuellement. Les occupations aurignaciennes dans les cavités de l'étage supérieur ont lieu il y a plus ou moins 35 000 ans, 35, 40 000 ans dans ces eaux-là. Malheureusement, vous savez peut-être qu'on a un gros problème, c'est qu'il y a 20 000 ans, il se met à faire très mauvais dans la région. C'est le dernier maximum glaciaire. Il faut imaginer qu'à Aurignac, il faisait à peu près le même temps qu'en Sibérie actuellement. Quand il fait très froid, quand il fait très moche, quand il y a beaucoup de neige, il y a beaucoup d'érosion. Et c'est cette érosion qui va en fait probablement venir tronquer la suite de cet étage calcaire et le redéposer dans la gouttière, dans le piège à sédiments qui existait à Aurignac 2. Après ce dernier maximum glaciaire, les processus d'érosion vont continuer jusqu'à maintenant. Et en fait, c'est comme ça qu'un glacis, qu'un petit talus, va se mettre en place sur la pente et va venir masquer en fait ce qui se passe au niveau d'Aurignac 2. Et on arrive comme ça, plus ou moins, à la configuration qu'on observe actuellement, en faisant abstraction du petit trou qu'on a fait avec l'aide de Louis Méroc. Voilà. Alors, on vous le disait, on retrouve quand même du matériel là-dedans. Ici, on a une grosse phalange de bovidés, de cheval. Une phalange, bon, vous voyez ma phalange, celle-là, elle est plutôt grande comme ça, une grosse bête. On retrouve du mobilier qui a de l'intérêt, mais le problème, c'est que ce mobilier, il est dans un sale état. Par exemple, si vous avez déjà vu un os, j'imagine, vous savez que il a une drôle de couleur, celui-là. En fait, c'est un os qui a séjourné dans de l'eau pendant très longtemps. Le silex, en fait, qu'on retrouve à Aurignac 2 présente les mêmes problèmes de conservation. C'est du silex qui a traîné dans de l'eau et qui a commencé un petit peu à se dissoudre ou qui a été recouvert de manganèse. Et en fait, dans les dépôts sédimentaires, on retrouve d'autres indices en fait de cette importance des processus liés à l'eau. C'est ce qu'on observe ici. En fait, on a des endroits où on a un peu des traces fossiles de petites flaques de zones où de l'eau va décanter, va stagner, va progressivement trier le sédiment, évacuer la fraction fine ou alors la redéposer un peu plus loin. Et on retrouve en fait plein d'endroits comme ça avec des alternances de couches argileuses, de couches sableuses, de couches limoneuses. Et tout ça, ce sont des indices qui nous montrent qu'il y a beaucoup d'eau qui a circulé là-dedans. C'est pas surprenant. Il y a une rivière à côté. À certains moments, elle est peut-être même revenue
ou venus dans cette espèce de gouttière d'Aurignac 2. Et puis il y a également tous les ruissellements le long de la crête de Fajoles. Il faut imaginer que dès qu'il se met à pleuvoir, vu qu'on est quasiment sur la roche, dès qu'il y a de l'eau, elle dévale la pente et ensuite elle se retrouve, elle aussi, canalisée dans cette espèce de gouttière. Bref, des processus hydriques importants. Je ne vous parle pas non plus de ceux qui sont liés plus à la biosphère, à nos amis les bêtes et nos amis les plantes, des traces de racines, des traces de terriers de rongeurs, qui vont eux aussi venir en plus en remettre une couche par-dessus ce dépôt qui est déjà remanié. Il est en plus remanié du fait de ces actions naturelles. Bon, c'est normal, la vie suit son chemin. Voilà, je ne pense pas que les plantes et les lombriques qui habitent par là-bas sont au courant qu'ils sont à 20 mètres d'un site classé et que la moindre des choses, ce serait de faire attention. Pour le coup, des exemples d'objets archéologiques piégés, comme on le disait. Piégés et concentrés. Ouais, et c'est sans doute ce genre de choses qui ont plus ou moins leurré Louis Méroc, puisqu'en effet, on retrouve par endroits des poches de matériel associés à des petits charbons de bois ou à de l'os brûlé. Mais clairement, rien de tout ça ne fait penser à du matériel archéologique en place. Et ce sont sans doute des paquets de ces occupations préhistoriques, elles en place, mais qui étaient au-dessus, qui se retrouvent en fait piégées souvent entre deux grosses dalles calcaires ou en sandwich entre deux grosses dalles calcaires ou des choses comme ça. Et je pense que c'est ce que Méroc a dû observer et a dû appeler foyer dans sa publication des années 1968 ou 9. Parce qu'il y a pas mal d'os brûlés et à l'Aurignacien, notamment Mathieu il a fait un peu sa thèse là-dessus sur les foyers à l'Aurignacien et au Gravettien. Mais à l'Aurignacien, ils brûlaient quand même pas mal d'os sur leur site archéologique. Il y en a certains un peu mieux préservés qu'Aurignac où le contenu archéologique dans les couches, en fait, quand on trie tous les sédiments par la suite, il y a plus d'os cramés que de sédiments. On est à genre 2 tiers os cramés et 1 tiers sédiments. Donc ça veut dire qu'ils ont brûlé des os, les Aurignaciens, et on en retrouve quelques témoins de cette activité qui a sans doute, à l'époque, été aussi intense que dans les autres sites. Ils ont sans doute brûlé pas mal d'os, mais on en retrouve juste une infime partie de cette activité piégée à Aurignac 2. Et voilà juste une projection de notre matériel. On parlait tout à l'heure du fait qu'il n'y avait pas de couche véritable, il n'y avait pas de véritable cohérence. Et c'est justement ça, on retrouve des objets archéologiques, les différentes couleurs, c'est des différents types d'objets. Donc on a de la faune, du lithique, des bouts de charbon. Mais ils ne sont pas organisés de manière très cohérente par rapport au niveau de sédiments qui vont venir se déposer. Donc ça c'est un peu un autre élément qui contribue de manière assez importante à notre lecture actuelle. Maintenant que je vois ça, alors je me rends compte qu'il y a un argument important dont on n'a pas parlé, si tu peux revenir sur la photo d'avant. Ouais. C'est que toutes ces grosses plaquettes calcaires que vous voyez là, en fait, je vous disais, si on considère le calcaire dans lequel est creusée la grotte d'Aurignac, l'abri, et si on considère le calcaire dans lequel il y a l'abri d'Aurignac 2, je vous ai dit que c'était des types de calcaire différents. Et en fait, toutes les plaquettes, ou une bonne partie des plaquettes qui comblent en fait cet espace, ce sont des calcaires qui viennent de l'étage d'au-dessus. C'est un argument de plus pour dire ça vient d'au-dessus. Et si je vous les montrais, même vous qui, comme moi, êtes des grands spécialistes du calcaire, si je vous en mettais un de chaque, vous diriez, oui, en effet, c'est pas le même calcaire. C'est notamment leur contenu en termes de petits fossiles qui n'ont rien à voir. Et voilà, juste une autre projection du matériel. Bon, là, pour le coup, c'est où on a retrouvé un peu les petits lambeaux des niveaux décrits par Méroc. Mais ensuite, une fois qu'on est dans l'emprise que nous avons fouillée, on retrouve des petits alignements dans le matériel qui correspond justement, comme on disait tout à l'heure, aux petites marches d'escalier qu'on voit mieux sur les photos vues en coupe, mais genre celle qui est ici, celle qui est là, ou même un peu par là. Ouais, et puis surtout, dans cette espèce de dépression / gouttière qui est à l'arrière, qui concentre une part importante de tout ce mobilier.
Mobilier, qu'on aime bien quand même, voilà. parce qu'il est beau et il est vraiment aurignacien. Donc là, pour le coup, ce qu'on a, c'est des résultats voilà, d'objets archéologiques qui viennent de cette emprise centrale. Donc ça, c'est de l'an dernier. On en retrouve toujours voilà, cette année, un tout petit peu. Mais on a bien des éléments qui sont, on va dire, très, très aurignaciens. Voilà, on a des gros blocs de matière siliceuse qui ont servi pour débiter des lames, pour faire ce qu'on appelle un outillage domestique, dont les grattoirs, les burins, les choses comme ça. Et aussi un élément assez classique de l'aurignacien, c'est pas à l'échelle, hein, voilà, c'est pas une énorme grattoir, mais ça c'est voilà, des petits nucléus grands comme ça. J'ai des exemples ici, des petits volumes de silex qui ont été utilisés, comme je disais tout à l'heure, pour produire des petites lamelles qui vont armer les saguets. Bon, en réalité, ça fait moins de 2 cm de long. Oui, voilà. Vous allez voir, voilà, c'est ça, c'est l'équivalent de ce petit nucléus, voilà, ce petit bloc de silex. Mais on va pouvoir raconter d'autres histoires voilà, avec ce matériel, ce qui est intéressant. Donc Mathieu, il parlait de ça tout à l'heure. Même si on ne peut pas dire, voilà, là, il y avait voilà, X nombre de personnes autour d'un foyer. Sur ce côté du foyer, ils ont surtout voilà, taillé des lames. De ce côté, ils ont surtout préparé des têtes de saguet. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un peu remettre tout le matériel dans son contexte un peu plus global dans le sud de la France, et notamment via, par exemple, l'étude des différents types de silex. Voilà, parce que les types de silex, ça se forme, voilà, c'est des formations géologiques, et on peut les repérer dans l'espace. Et voilà, différents silex, voilà, on est arrivé à cartographier leurs origines à l'aide du BRGM et des spécialistes des matières premières siliceuses qu'on appelle des pétroarchéologues, dont un de nos collègues qui travaille avec nous dans ce projet, Guillaume Constance, qui a également fait cette thèse à Traces. Grande surprise. Voilà, mais lui, il nous a aidé voilà, à confirmer voilà, quelques observations qu'on a pu faire voilà, avec nos yeux de non-spécialistes en disant oui, ça vient du nord du bassin aquitien, c'est clair. Lui, voilà, il a les compétences pour regarder tout ça sous le microscope, pour identifier tous les différents microfossiles qui permettent de dire voilà, que tel silex vient du nord du bassin aquitien. Et justement, on en a voilà, à la fois un peu dans nos collections, mais surtout dans les anciennes collections de Laqueur, mais aussi Méroc. Voilà, on a des silex qui viennent de Bergerac, voilà. On a des silex qui viennent voilà, d'autour voilà, de plusieurs sources dans le Dordogne, et des silex qui viennent de Fumel, donc plein de choses qui viennent voilà, du cœur. On va appeler ça cœur, mais ça on ne sait rien. Cœur, voilà, avec nos différentes billets de lecture, cœur du monde aurignacien, mais on a aussi voilà, plein de matières premières qui viennent du coin. Voilà, donc il y a notamment des silex voilà, de plutôt bonne qualité, voilà, ce blanc du dôme d'Aurignac, mais aussi des silex de moyenne qualité autour, c'est silex danien, voilà, mais il y a aussi d'autres silex qui viennent de plus à l'ouest dans les Pyrénées. Mais tout ça pour démontrer qu'en fait, ces gens, voilà, même si on est en train de documenter un moment où ils se sont passés voilà, autour d'Aurignac, ça fait partie de d'une espèce de circuit annuel. Ils avaient sans doute voilà, tout un réseau voilà, d'autres groupes qui habitaient dans ces différents endroits. Ils allaient les visiter, ils allaient échanger, ils suivaient voilà, les différentes espèces animales pour chercher. Donc voilà, c'est pas vraiment, on peut pas les appeler des hommes des cavernes, voilà, un peu pas trop. Ils n'ont pas dû rester très longtemps prostrés dans leur grotte. C'était sans doute plutôt des bons randonneurs. Ouais, voilà. Il y avait des super réseaux sociaux établis à l'époque, et les matières premières qui viennent de tout le sud de la France, c'est une manière de démontrer qu'ils étaient plutôt connectés. Voilà. Pas aussi connectés que nous, il faut qu'on se déconnecte maintenant, mais voilà. Relativement connectés.
Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On finit nos travaux ici à Aurignac avec voilà, une belle brochette d'étudiants voilà, hyper motivés et assez sympathiques, ça va. Voilà. Donc, on est en train de finir nos travaux dans Aurignac 2 pour confirmer nos hypothèses, hein, voilà, pour ramener toutes les preuves nécessaires pour confirmer le modèle que M. Léger vient de nous présenter. On est en train de traiter tout le matériel. On va commencer à réfléchir à la mise en sécurité du gisement. Il va falloir discuter avec le SRA un peu plus à ce point parce que mettre en sécurité un site, ça coûte de l'argent. Et actuellement en France, les fouilles programmées ne sont pas données suffisamment d'argent et c'est ballot. Mais aussi, voilà, on continue voilà, à faire des communications avec vous, à visiter le site avec tous les gens qui veulent passer, même parfois voilà, même des journalistes. Même avec des journalistes. Même avec des journalistes. On n'a aucune morale. On voilà. pas discuter avec n'importe qui en fait. Et l'objectif, se pointer avec le sourire et nous on discute. Voilà. Ouais, voilà. Comme ça. Et l'objectif à la fin, ça va être voilà, de mettre tout ça dans un joli petit article et le publier pour dire voilà, parce que l'Aurignacien, c'est pour tous les archéologues, c'est mondialement connu. Hein, voilà, et le site d'Aurignac, voilà, c'est mondialement connu. Et on a arrêté d'en parler. Là, on va en reparler pour contextualiser tout ça et pour valoriser l'histoire de ce site. Définir de façon un peu plus précise, en tout cas dans la mesure de nos informations et de notre compréhension, ce qui s'est réellement passé dans le secteur il y a 40 000 ans. Tu le disais, continuer les actions de médiation de valorisation, les actions de formation des étudiants. C'est pas rien, ces pauvres étudiants, ils ont été enfermés chez eux pendant 2 ans, derrière leur ordi, avec des types comme lui ou comme moi qui leur racontent des histoires de préhistoire, mais voilà, c'est cet aspect terrain et de formation, je pense que c'est bien, non? Ça fait partie autant du boulot, donc Aurignac joue un rôle là-dedans. Mine de rien, en 4 ans, on aura formé peut-être pas loin d'une centaine, moins, plus, 2000 Bon, allez, 3000. Voilà, 3000, c'est ça. Et puis voilà, comme le disait Lars, en effet, il y a plein de nos collègues qui s'intéressent à ce qu'on fait ici, quelle que soit la portée des résultats. Voilà, il y a des fois on gagne, des fois on perd. En réalité, en archéologie, on perd jamais, puisque fait, quoi qu'on trouve, on est toujours content. Même si ça contredit les hypothèses ou les idées reçues, ou en tout cas les choses qu'on avait, les idées un peu préconçues qu'on pouvait avoir. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis comme j'espère on vous l'a montré, ce matériel d'Aurignac 2, on peut quand même en raconter beaucoup de choses. On peut raconter énormément d'histoires à partir de ce qu'on trouve dans cet abri d'Aurignac. Donc on va continuer à exploiter le matériel qu'on va mettre au jour cette année, celui des années précédentes, pour le valoriser à la fois par exemple grâce au musée, mais également d'un point de vue scientifique via des communications et des publications, afin d'être sûr que pour les 150 prochaines années, il y a encore des gens qui connaissent Aurignac et l'Aurignacien à l'autre bout de la planète. Et on va aussi, voilà, on a envie de prospecter un tout petit peu. Bon, en fait, on va pas vous mentir, on se plaît plutôt dans le secteur, on aimerait bien y rester. Donc on va, là encore, avec l'aide du musée, de toutes les bonnes volontés qu'on pourra trouver, essayer de prospecter, observer, découvrir, mettre au jour, réévaluer d'autres gisements archéologiques, préhistoriques si possible, et continuer à essayer de comprendre un peu mieux ce qui a pu se passer ici durant la préhistoire, en tout cas dans les environs. Donc ça va être c'est le début d'un nouveau programme un peu de recherche et d'exploration dont on espère que le débouché sera d'ici quelques mois ou quelques années un nouveau chantier de fouilles où on pourra, une fois de plus, former du monde, découvrir des trucs, discuter avec vous et toutes les personnes de passage. Merci. Il y a des remerciements à faire, non? Avant de conclure, on vous l'a sans doute déjà dit plein de fois, l'archéologie, c'est pas un sport individuel. Ça se pratique en équipe relativement nombreuse, donc avec des collègues plus ou moins spécialistes de tous les champs qui peuvent nous intéresser. La géoarchéologie, c'est moi-même.
aux commandes des industries lithiques, c'est Lars Andersson. François Bon s'intéresse également aux industries lithiques, mais surtout aux aspects historiographiques. Marie-Cécile Soulier s'intéresse à l'archéozoologie. Élise Tartare aux industries osseuses. Guillaume Constant, dont nous avons vu la carte il y a quelques minutes, s'intéresse à l'origine des matières premières lithiques. Caroline Renard et Claire Manin nous donnent leurs avis éclairés sur des industries plus récentes, voire beaucoup plus récentes, notamment de la céramique néolithique. Et nous avons nos deux collègues, François Balleux et Xavier Muth, qui nous ont aidés pour les questions topographiques et d'acquisition LIDAR. Et pour conclure, vous imaginez bien que tout ça se fait d'une part grâce à l'aide bénévole de nos équipes successives, principalement composées d'étudiants dans différentes universités françaises et même dans des pays exotiques comme la Belgique, Oui, ça s'est les fait. États-Unis, Ça s'est fait, c'est vrai. C'était plutôt La région Belgique parisienne. ouais, mais, Ouais, on n'est pas à l'étranger dans le Nord. Hein, voilà. Bon, et en plus de cette main-d'œuvre bénévole, bon marché et sympathique, nous avons la chance d'être soutenus d'un point de vue financier par le département, par la région également, et par le ministère de la Culture. Et que, bien sûr, ces travaux ne pourraient avoir lieu sans l'autorisation des propriétaires du gisement, en l'occurrence la mairie d'Aurignac et Madame Bate. Et l'autorisation également d'un point de vue plus administratif et légal du service régional de l'archéologie. Donc voilà, merci à eux tous pour rendre ce projet possible et stimulant, en tout cas de mon point de vue. Ça va. Oui. Donc j'imagine qu'il est déjà extrêmement tard. On a débordé par Bah, 1 heure, quoi. À voilà. peine, à peine. Non, pas. Ça va. Mais vous avez peut-être des questions, voilà. Et donc, par exemple, si vous allez vous promener à Aurignac dans quelques jours et que vous vous mettez face à l'abri, vous verrez qu'au niveau de l'abri d'Aurignac, l'escarpement calcaire dans lequel est l'abri fait 5 à 6 mètres de haut. Qu'au-dessus d'Aurignac 2, il fait plus que 2 à 3 mètres de haut, et que 20 mètres encore plus à gauche, il fait plus que 50 cm de haut. Et en fait, lorsque l'ancien sentier de randonnée rejoint le sentier actuel, en fait, cet étage calcaire qui abritait des petites cavités, en fait, on se rend compte qu'il est totalement érodé. Malheureusement, ça paraît peu probable, en tout cas en l'état de nos observations, qu'il y ait des choses préservées de ce côté-là. Par contre, On pourrait y aller dans si l'autre on se sens. replace devant notre abri d'Aurignac et qu'on part vers la droite maintenant, là, pour le coup, ce banc calcaire se poursuit sans doute, mais le problème, c'est qu'il se poursuit en souterrain, sous les dépôts alluvions, les alluvions de la vallée du Rhôde. Et là, malheureusement, ce serait quand même dommage d'aller faire un cratère géant à la pelleteuse dans ce coin-là. Surtout parce qu'au fur et à mesure, En plus, on ça va ferait être- de l'archéologie sous-marine. En plus, Et ça on va n'est être pas tout formé mouillé. pour ça. Hein, voilà. Donc voilà, donc c'est pas vraiment dans nos objectifs. À vrai dire, on peut se dire que c'est un réservoir, une sorte de réserve à trucs archéologiques aurignacien, et que peut-être que dans 500 ans, ça intéressera quelqu'un et qu'ils pourront aller explorer ce qui se passe là-dedans. On n'est pas obligé de fouiller de fond en comble tous les gisements préhistoriques du monde. On peut en laisser un peu pour plus tard. Donc non, l'objectif maintenant, ça va être plutôt voilà, de s'intéresser à d'autres gisements, soit en réévaluer d'autres qui sont déjà plus ou moins connus, Oui. soit en trouver des nouveaux. Voilà. Donc on va tâcher de mettre en place un programme voilà, un peu plus exploratoire, un peu plus de prospection, de discussion, d'inventaire, d'exploration, de discussion avec les personnes qui connaissent bien mieux la région que nous, qui l'ont déjà prospecté. À ce titre-là, le musée va peut-être jouer un peu le rôle d'intermédiaire, puisque Nous, moi on est là en tourisme. et Lars, on est là un peu de passage, et je vous avoue que malheureusement, pour payer mon loyer, je peux pas être là tous les jours à arpenter chaque centimètre carré du canton d'Aurignac. Donc voilà, on va essayer de faire ça de manière un peu efficace avec toutes les personnes qui seront à même de nous aider là-dedans. Mais dans l'idée, voilà, comme je vous le disais, de pouvoir trouver quelque chose d'un peu neuf à se mettre sous la dent, ou en tout cas de réévaluer quelque chose, histoire de continuer à mieux comprendre un peu la préhistoire du secteur. Oui. Merci. D'autres Est-ce que vous avez questions d'autres questions?
En fait, vous mourrez tous d'envie de voir le caillou de Lars. Allez, Lars, On va faire montre-leur ça. ton caillou Oui, qu'on en mais finisse. c'est mieux de faire ça plutôt dehors, voilà, parce qu'ici, Ah bah oui, comme ça, voilà, on pourra le faire tomber dans je une peux faire coupe comme de ça avec mon champagne. caillou, Et là. voilà sera donc le mot de la fin de cette conférence. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous, à toutes et à tous. Merci pour ce point, cette conclusion et cette ouverture aussi donc pour les prochaines sessions et les prochaines années au sein du territoire et avec le musée de l'Aurignacien bien sûr qui vous accueillera toujours avec grand plaisir. Donc merci à vous tous effectivement d'avoir suivi l'aventure pendant ces plusieurs années avec ces deux comparses, Lars et Mathieu. Et comme à l'accoutumée, je vous propose effectivement de poursuivre maintenant avec le caillou de Lars autour d'un petit verre sur la terrasse et de profiter de tout ça et de pouvoir échanger un petit peu avec eux dans un moment un peu plus convivial. Merci à tous. Merci à vous pour votre accueil, monsieur le directeur. Avec Quel grand bonheur. plaisir. Ah oui, c'est vrai, merci.